الأصدقاء Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Et pour ma part, je suis comme toujours ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Cette 418e vidéo se consacre à cette problématique du Sahara occidental, comme on dit, mais marocain tout de même, où Stéphane de Mistura est confronté à ce qui est considéré comme une mission quasi impossible pour certains, ou pour d'aucuns en tout cas, afin de résoudre cette épineuse équation. Pour rappel, oui, juste pour rappel, Stéphane de Mistura est entré en fonction il y a tout juste un an. Et cet envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara a hérité d'un dossier très complexe sur lequel il a vraiment peu, mais vraiment peu de prise. Et chers amis, nous essaierons à travers cette séquence de voir un peu plus et davantage encore à travers une certaine publication de Jeune Afrique émise par Sofiane Khabachi. En effet, ici, il faut plus que des encouragements. Et c'est ce qu'il faut surtout à cet envoyé personnel du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. En tout cas, c'est ce dont a dû se contenter Stéphane de Mistura lors du 27 octobre dernier, lorsque 13 des 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ont approuvé une certaine résolution, en l'occurrence la 2654, prolongeant d'un an le mandat de la mission de l'ONU pour l'organisation de ce qui est toujours considéré ou appelé ce référendum au Sahara par la MINURSO jusqu'au 31 octobre 2023, semblerait-il toujours pour certains. Le texte, oui, le texte de cette résolution, donc, a également réaffirmé le soutien de l'ONU à ce diplomate qui est Stéphane de Mistura et qui vient de fêter sa première année en tant qu'envoyé personnel du secrétaire général Antonio Guterres dans la région. Depuis le mois de mai 2019, rappelons-le, et la démission de l'Allemand Horst Köhler, le poste est resté vacant. Et Stéphane de Mistura est arrivé dans un contexte de dégradation des relations entre toutes les parties prenantes du conflit, de la rupture de l'accord de cessez-le-feu de 1991, ça remonte loin, aux événements de Guergueret en novembre 2020, suivi quelques mois plus tard de la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie, voulue par celle-ci, et le Maroc. L'émissaire onusien était promu et promis surtout à un emploi du temps très très chargé. Et c'est peu qu'on puisse dire. Mais un an après sa nomination, oui, un an après sa nomination, les choses n'ont que très peu évolué, puisque chaque acteur, comme sur ses positions, et continue d'envoyer des signaux qui n'augurent aucune désescalade à court ou moyen terme. Et pour cela, on témoigne la reprise des hostilités sur plusieurs portions du territoire par des frappes ici et là,
ainsi que les passes d'armes médiatiques, surtout quotidiennes, entre les presses algériennes et marocaines. Autre signe qui ne trompe pas non plus, ces deux voisins du Maghreb ont décidé d'augmenter leurs dépenses, les dépenses militaires, à l'instar du projet de loi de finances de l'Algérie, qui a eu à cœur joie même de doubler son budget défense et l'annoncer à qui veut bien l'entendre. Mais ce qui attend Stéphane de Mistura, semble-t-il, est comme une mission quasi impossible, car l'équation est difficile et à laquelle il est confronté pour user des paramètres totalement contradictoires, avec des paramètres complètement contradictoires. Mais alors, dans quelle galère, oui, dans quelle galère ce bonhomme est donc allé se fourrer, ce Stéphane de Mistura. Mais rappelons un peu son CV et d'où vient-il. À 75 ans et avec une quarantaine d'années d'expérience à son actif, intégralement passé dans les arcanes de l'Organisation des Nations Unies, eh bien ce Stéphane de Mistura est un médiateur rompu au casse-tête diplomatique. Avant d'être sorti de sa retraite par Antonio Guterres, donc il y a plus d'1 an, il a travaillé tout au long de sa carrière sur une vingtaine de conflits armés, en se faisant remarquer dès ses débuts. Alors qu'il effectue sa première mission au Soudan, en 1971 déjà, en tant que responsable du programme alimentaire mondial de l'ONU, il fait peindre, oui écoutez bien, il fait peindre des dromadaires en bleu, oui en bleu, juste pour que les hélicoptères puissent les reconnaître depuis le ciel et les protéger jusqu'à ce qu'ils acheminent leurs marchandises, en l'occurrence des vaccins ici, vers les populations civiles. La suite est à la hauteur des attentes suscitées, puisque cet Italo-Suédois occupera par la suite donc les plus hauts postes que puisse proposer cette institution internationale dans une multitude de régions sensibles, à savoir le Liban, l'Irak, l'Afghanistan, la Somalie, etc., puisque la liste n'est pas exhaustive. En 2014, toujours Stéphane de Mistura prend en main le très complexe dossier syrien, oui, le dossier syrien, à travers toutes ces problématiques que sont le terrorisme, la guerre civile, les ingérences étrangères, et là aussi, etc., etc. La Syrie est alors la scène internationale la plus scrutée du moment, et de nombreux experts et observateurs s'accordent à dire que la possibilité de parvenir à un compromis relève là aussi d'une mission impossible, entre guillemets. Le 30 juin 2015, un an après sa nomination, le quotidien britannique The Guardian, oui, le quotidien britannique, le Guardian, titre même « L'homme au travail le plus difficile du monde ». Oui, vous avez bien entendu, chers amis. De Mistura est l'homme au travail le plus difficile du monde, qualifié par The Guardian.
en référence au poste d'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, déjà à cette époque, et qui a été vite découragé. Plusieurs des meilleurs diplomates de leur génération, tels que Kofi Annan ou Lakhdar Brahimi, cet Algérien. Mais pour Romuald Chioura, chercheur franco-américain, spécialiste des Nations Unies, auquel il a consacré plusieurs ouvrages et qui a bien connu Staffan de Mistura à l'époque où il était en poste au Liban, au début des années 2000. Cet Italo-Suédois, Staffan de Mistura, est l'un des derniers, si ce n'est le dernier poids lourd de la grande période de l'ONU, post-Seconde Guerre mondiale, à l'époque où celle-ci était un acteur incontournable, où le multilatéralisme avait un sens. Pourtant, en octobre 2018, il y a 4 ans, tout juste, donc après 4 ans et 4 mois passés en exercice, celui qui a fait affirmer souffrir, oui, souffrir d'une terrible maladie chronique, celle de l'optimisme, eh bien, jette à son tour l'éponge officiellement pour raison personnelle. Point à la ligne. Circuler, il n'y a rien à dire. Personne n'en saura davantage. Mais certains médias évoquent son récent mariage, oui, ainsi qu'une lassitude liée à son impossibilité de peser dans les négociations. Mais le 5 novembre 2019, à l'occasion d'une conférence à Londres organisée par l'université Aga Khan, Staffan de Mistura revient pour la première fois sur les circonstances de son départ. Et il dit « Pourquoi suis-je parti l'année dernière ?» Et il répond tout simplement, officiellement, pour des raisons personnelles, et officieusement parce que je sentais que la guerre sur le terrain touchait à sa fin, et qu'ayant assisté à ce qu'il s'était passé à Alep et Idlib, je ne pouvais pas me raser le matin en me disant en arabe « Ma'lish », c'est-à-dire « ce n'est pas grave ». L'intéressé, donc, Staffan de Mistura, a également reconnu que certaines de ses prises de position ont réduit son espace de négociation, notamment lorsque l'ONU a dénoncé des crimes de guerre. Et dans la problématique du Sahara, pour en revenir à ce Sahara, il semblerait que c'est une histoire qui pourrait s'attitrer d'un magistral bis repetita. Et oui, chers amis, en effet, Staffan de Mistura savait donc très bien à quoi s'attendre lorsqu'il a accepté de reprendre l'affaire du Sahara occidental, qui désormais est marocain, qui sur la forme n'est pas sans faire écho à sa précédente mission en Syrie, concernant de Mistura bien sûr, en particulier par le manque de volonté politique des acteurs censés parvenir à un compromis, ou encore par l'ingérence de celles qui se targuent de puissance extérieure ou régionale, à savoir cette Algérie, toujours régie, ou plutôt non gérée, par un régime de gérontocrates. Sans oublier le mépris du droit international, qui complique davantage encore le travail des diplomates onusiens, et dont le plus grand symbole reste à ce jour
la reconnaissance, oui, cette reconnaissance qui a fait tant de mal à plein de gens et plein d'idées contraires. Donc cette reconnaissance par l'administration de l'ancien président américain Donald Trump de cette souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, pour ne pas dire sans Sahara occidental. Un mode opératoire qui ne dérange nullement le Maroc, et pour cause, puisque cela lui permet d'engranger des succès sur le terrain diplomatique. Et désormais ce Sahara occidental, tant décrié ainsi, est plus que marocain, quoi qu'on dise ou encore penser tous les contradicteurs de cette réalité. Une situation qui explique pourquoi, malgré ses rencontres avec les officiels marocains, algériens, ainsi qu'avec ses soi-disant dirigeants du Polisario, eh bien, Stéphane de Mistura se retrouve totalement isolé, voire même marginalisé du conflit, à l'image de l'institution qu'il incarne, dont l'influence sur le cours des événements décroît d'année et en année. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est devenue un nain, un petit, sur la scène politique, poursuit toujours un certain Romuald Siora, puisque les agences humanitaires continuent d'effectuer un travail remarquable, mais le Conseil de sécurité ne représente plus aucune autorité et les États ne se sentent plus obligés de suivre ces recommandations. Un ostracisme qui s'est illustré au cours des 2 tournées de l'émissaire Stéphane de Mistura dans la région, au mois de janvier, juillet, septembre 2022, qui n'ont débouché sur aucune réalisation concrète, puisque sa visite prévue à l'Aïoun a même été annulée sans aucune justification. Des épisodes dont l'ONU a tiré les conclusions dans sa résolution d'octobre dernier, réclamant au parti de faire preuve d'une grande volonté politique de parvenir à une solution, notamment en examinant de façon plus approfondie leurs propositions respectives, tout en renouvelant leur engagement en faveur de l'action menée par les Nations Unies, les invitant même au passage à faire preuve de réalisme et d'un esprit de compromis. S'il y a bien quelqu'un qui puisse tenter quelque chose, c'est Stéphane de Mistura lui-même, assure toutefois Romuald Siora. Il sait comment communiquer et ouvrir le dialogue. Et le problème est qu'il hérite d'un litige insoluble, un peu comme le dossier chypriote. Il est impossible à l'heure actuelle, chers amis, d'avoir un vrai dialogue par idylle entre Rabat et Alger. Et la tentative de faire appel à la Russie pour participer aux médiations n'est plus d'actualité aujourd'hui, car la guerre en Ukraine a transformé cette même Russie en paria à l'ONU, poursuit ce chercheur. Mais alors, par quel angle aborder le problème de ce Sahara? Et comment parvenir à amorcer une détente compte tenu de l'état actuel des choses, pendant que le Maroc et l'Algérie demeurent par ailleurs enlisés dans une inoxydable surenchère médiatique, agressive et très peu constructive. À ce stade, l'objectif principal de Stéphane de Mistura est de ramener tout le monde à la table, si ce n'est à ces fameuses tables rondes dont il s'agit surtout dans
cette résolution 2654. Donc ramener ce monde autour de la table pour des négociations, notamment l'Algérie, qui est partie prenante en première ligne, comme y était parvenu son prédécesseur en décembre 2018 et mars 2019, rappelons-le. Mais les circonstances ont entre-temps bien changé. Et depuis la rupture du cessez-le-feu, il y a tout juste 2 ans, les tensions n'ont fait qu'aller crescendo. Le 27 octobre dernier, lors d'un point de presse réalisé à l'issue du vote de la résolution de l'ONU, le ton est encore monté d'un cran, puisque le représentant permanent du Maroc aux Nations Unies, Omar Hillel, c'est de lui qu'il s'agit, a déclaré qu'en cas de retrait de la MINURSO, écoutez bien, le Maroc pourrait se réapproprier les terres que voulait contrôler ce soi-disant Polisario. Chers amis, ce qui semble augurer de la suite à envisager à travers ce nœud gordien, car comme si cela ne suffisait pas, eh bien Stéphane de Mistura doit composer tout de même avec une difficulté supplémentaire. Si ce Polisario, poussé par cette Algérie bien évidemment, compte à tout prix sur sa position, c'est-à-dire sur sa demande d'application de l'accord de cessez-le-feu de 1991, c'est parce que celui-ci était favorable à cette époque, en 1991, et prévoyait notamment l'organisation d'un chimérique référendum d'autodétermination, sous l'égide de l'ONU, bien entendu. Or, l'organisation internationale reste tributaire des États qui la composent. Et si 30 ans plus tard, la position de l'ONU en tant qu'entité n'a pas bougé, la nouvelle conjoncture géopolitique et mondiale a fait évoluer ses membres en faveur du Maroc. Oui, évoluer tous ces membres de l'ONU en faveur du Maroc, en tout cas une grande majorité, et de sa proposition surtout de plan d'autonomie formulé en 2017. Donc un nœud, oui, un nœud gordien, qui explique à la fois l'immobilisme de l'ONU dans le conflit et les diatribes sans écho, répétées ici et là, du Polisario à son encontre. Les dirigeants de la formation séparatiste de ce Polisario accusent notamment les Nations Unies de se dérober à leurs responsabilités en ne faisant pas respecter les différentes résolutions, alors que les 18 dernières leur sont totalement défavorables. Allez voir, chers amis, où se trouve le problème. Quant à savoir où se situe l'envoyé personnel de l'ONU sur toutes ces problématiques, le mystère, oui, le mystère reste entier. Mais fidèle à sa nature, ce diplomate chevronné se montre résilient et cultive sa marque de fabrique pour en rester là, un mélange de discrétion et d'affabilité lorsqu'il apparaît en public. Un savoir-faire, oui, un savoir-faire directement lié à la nature de sa mission, à laquelle s'ajoutent des décennies d'expérience dans les négociations diplomatiques de haut niveau qui rendent ses véritables intentions très peu lisibles. En 2018, les blocages continus sur le dossier syrien cette fois-ci avaient fini par avoir raison du diplomate et de son optimisme chronique. Et ce n'est, semble-t-il, pas encore le cas en ce qui concerne sa nouvelle mission. Mais jusqu'à quand? Oui, jusqu'à quand, chers amis? Et donc, chers amis de la chaîne, c'est ici,
sur cette mission et sur cette question, sur Stéphane de Mistura, qui cette fois-ci est confronté du moins à une équation quasi difficile, pour ne pas dire impossible, pour la résolution de cette question sur le Sahara marocain. Que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Mais merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de nous soutenir et de soutenir votre chaîne en vous y abonnant en grande masse afin d'être informé rapidement. N'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous toutes les séquences vidéo, vos séquences vidéo. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.